Voilà, bonsoir, je suis Guillemette Sylvan et puis ce soir je vous propose un webinaire sur la vie amoureuse, sur une vie amoureuse riche et joyeuse. Alors, comment ça va se passer? Eh ben, j'ai des choses à vous raconter, j'ai des choses à raconter sur ma vie, sur mon expérience personnelle et sur les outils et les clés qui m'ont permis de passer d'une forte dépendance affective à une autonomie affective et une vie amoureuse beaucoup plus sympa. Et bien, si vous avez des questions à tout moment, vous pouvez les mettre dans la discussion, puisqu'on est sur Zoom, ou bien si vous voulez prendre le micro pour poser une question, c'est possible aussi. Et de toute façon, à la fin du webinaire, je vous proposerai de me poser des questions s'il y en a. Est-ce que c'est bon? Que c'est bon pour... c'est bon comme ça? Je vois pas de réaction. Un petit message dans la discussion pour me dire si c'est bon. Oui, super. OK. OK, parfait. Bon, alors, je me suis fait un petit plan pour pas oublier de tout ce que j'avais envie de vous dire sur le sujet, parce que ça fait un petit moment que j'y pense, que donc j'ai fait quelques vidéos sur le sujet, quelques posts sur le sujet dernièrement. Et donc voilà, j'avais plusieurs idées, plusieurs choses que j'avais envie de partager. Et donc voilà, j'ai pris quelques notes pour rien oublier, mais j'espère que ça sera assez fluide. Comme je disais à l'une des participantes que je connais depuis quelques années, j'ai eu fait des tas de réunions sur des sujets liés à la parentalité et ça me posait aucun souci. Et c'était il y a quand même quelques années et depuis, ça fait un petit moment que j'ai pas fait ça. Et ou alors de façon informelle avec les copines ou la famille. Et donc voilà. Alors, mais en ligne comme ça, c'est vraiment la première fois. Donc merci d'être là. Merci, merci. Alors déjà, je voudrais dire que je vais parler de mon expérience. Et mon expérience, elle est forcément liée à qui je suis. Je suis une femme cisgenre, hétérosexuelle. Et aussi, je suis elle est liée à mon histoire personnelle et à mes besoins et à mes envies et qui ne sont pas forcément les vôtres. Et donc, ce que je vais raconter, ce dont je vais témoigner ce soir, c'est pas la vérité absolue, bien sûr. C'est une possibilité parmi d'autres, c'est une histoire parmi d'autres. Et donc, il n'y a rien qui soit obligatoire, bien sûr, et il n'y a rien qui soit que j'estime être applicable à tout le monde, hein. L'idée de tout ce que je propose, de toute façon, c'est de poser un cadre et de tenir le cadre. Voilà, plutôt ça, de tenir le cadre pour que vous puissiez vous révéler à vous-même et trouver votre vie et créer votre vie. Voilà, et donc moi, je vais raconter comment j'ai créé la mienne dans le domaine des relations amoureuses. Parce que, alors moi, ma situation d'avant et jusqu'à il y a vraiment, pas très, très longtemps, on va dire, hein, ma situation, c'était, celle de me sentir, incomplète, on va dire. Voilà, en tout cas, d'avoir besoin, au sens besoin vraiment, hein, pas juste l'envie, d'avoir besoin, d'avoir un homme, dans ma vie et et qu'ils répondent à des attentes et à des besoins que j'avais sur qu'est-ce que c'est être un couple, qu'est-ce que c'est être un mari quand j'ai été mariée, qu'est-ce que c'est être un amant, qu'est-ce que c'est être, enfin, qu'est-ce que doit faire l'homme qui vit avec moi. Et j'avais donc, de par mon histoire personnelle, j'avais une grande insécurité intérieure qui faisait que j'ai longtemps eu besoin d'être rassurée, d'avoir des preuves d'amour, et donc j'avais des attentes vis-à-vis de la personne qui était mon partenaire amoureux à ce moment-là.
J'avais donc des attentes de combler mes besoins, combler mon besoin d'amour, me dire que j'étais la plus belle, que j'étais la seule, que j'étais l'unique, être là pour moi. Et c'est vrai que moi, je faisais ça facilement, ça me semblait être la base de faire ça pour l'autre et donc j'attendais ça en retour. Et donc c'est quand même pas mal de pression, hein, c'est un peu, se dire que sans l'autre, eh ben, on n'existe pas et si jamais quand j'ai eu des moments après des séparations, eh ben, je pouvais pas rester seule. Il fallait que je trouve, une autre personne, un autre homme pour, parce que seule, ma vie avait pas vraiment, enfin, je me sentais vraiment pas, satisfaite et donc je cherchais un homme et puis il se trouvait qu'avec un homme, j'étais pas satisfaite non plus. Donc ma vie, amoureuse, ça a été, pas mal de rencontres. J'ai été avec le même, homme qui a été mon mari, pendant 18 ans, de 19 à 37 ans, voilà. Avant ça, j'avais eu, quelques histoires et après ça, j'ai eu plusieurs histoires et ce sont ces histoires d'après, mon divorce qui m'ont vraiment fait prendre conscience de tout ce qui se jouait en moi dans une relation amoureuse et dans ma vie amoureuse. Alors, pourquoi et comment j'en suis arrivée là? Hem, et bien, c'est parce que, après mon divorce, j'ai commencé une thérapie et donc tout ce qui se passait dans la relation amoureuse que j'ai eue juste après mon divorce, appuyait partout où ça faisait mal et du coup, j'étais en colère, du coup, j'étais, déçue, j'étais, enfin plein d'émotions, assez intenses et comme j'étais en thérapie en même temps et ben, on pouvait vraiment aller regarder tout ça de près et avec, donc mon thérapeute, un regard extérieur qui, m'a permis, de voilà, de comprendre ce qui se passait en moi. Alors ce qui se passait en moi et bien, c'est que, mon histoire personnelle ne m'avait pas permis de me construire, de façon sécure et aussi, une histoire particulière, hem, avec mon père et d'autres figures masculines, dans mon enfance ont fait que, j'avais peur, des hommes et donc bon, j'avais vraiment un schéma de fonctionnement, particulier, à la fois à rechercher la reconnaissance des hommes parce que je ne l'avais pas eu et en même temps comme j'avais peur et ben, à pas m'ouvrir, à pas accueillir, à être sur la défensive et à être, dans le reproche parce que j'attendais des choses d'eux que je n'avais pas à attendre d'eux. Alors pourquoi je dis ça? Hem, je dis ça parce que, eh bien, j'ai grandi donc dans cette, culture, dans notre culture, française et j'ai grandi avec, bah, tous les, heu, comment dire? Tous les tous les conditionnements de cette culture. J'ai grandi avec, les Walt Disney, j'ai grandi avec, différents contes où, et ben, finalement, on nous présente un petit peu quand même, la femme comme étant plutôt passive et en attente, alors avec tout un tas d'autres qualités, hein, de qualité, de douceur, de bienveillance, de gentillesse. Et hem et puis, l'homme est donc, est censé, la sauver, d'elle-même et combler enfin, voilà tout pour qu'elle puisse offrir tout son amour et qu'elle puisse en recevoir en retour et qu'elle soit, voilà, une femme, chérie, honorée, adulée, enfin voilà. Et donc j'avais déjà conscience que les contes et les Walt Disney, c'était pas la vraie vie, mais je l'avais pas intégré, je l'avais pas,
comment dire, j'étais pas allée, surtout, j'étais pas allée remettre ça en question vraiment profondément et déconstruire ça vraiment profondément. Et donc, j'attendais, plus ou moins consciemment, le grand amour, le bon, celui qui correspondrait à tout ce dont j'avais envie de la part d'un homme pour être dans la relation idéale qui m'apporterait tout ce dont j'aurais besoin et envie. Waouh! C'est juste, voilà, en y repensant aujourd'hui, c'est juste énorme d'attendre ça d'une personne et d'attendre ça d'une relation. C'est, bon, bah, c'est pas la réalité et surtout c'est comment dire? En étant dans les attentes et en étant dans une représentation définie et figée comme ça, on ferme toutes les portes pour les autres possibles. Et on met aussi des barrières, enfin moi en tout cas, je vais parler pour moi, excusez-moi. Moi, du coup, j'ai mis des barrières parce que si, du coup, l'homme ne correspondait pas à ma liste ou à ce que je voulais, c'était barrière, c'était fermé et donc je laissais aucune chance à ce qu'il se passe quelque chose. Et quand je me disais: «Ah tiens, il y a quelque chose qui me plaît, là, je vais quand même y aller», au final, j'étais souvent, déçue et je faisais des reproches et j'étais insupportable, en fait, hein. Heu, est-ce que ça va jusque-là? Est-ce que ça parle? J'essaie de chercher la discussion, où est-elle? Là. Alors, je continue. Quelque chose à dire? Ah, il y a mon chat qui est là. Tu vois très bien de quoi je parle? OK. Hem, ce dont je voudrais témoigner vraiment, c'est que même si, on est, comme moi, élevé dans une, famille où, plus ou moins féministe et où on est, comment dire? Oui, d'accord, tu t'y retrouves pleinement. Même si moi j'étais quand même, voilà, j'avais des lectures, je réfléchissais sur les relations depuis toujours, je réfléchis sur ce sujet-là et je sais bien que depuis toujours, je sais intellectuellement que je ne suis pas une princesse qui doit être sauvée par un prince. Ce dont je me suis rendu compte dernièrement, quand j'ai réussi à déconstruire ça, c'était que le savoir, c'était pas suffisant et il y avait vraiment un travail derrière de fond à faire pour l'intégrer dans mon corps et que ça stoppe tous les schémas de fonctionnement que j'avais, toutes les attentes que j'avais. Et heu et donc je vais, maintenant parler de comment moi je m'y suis pris, pour arriver à sortir de ça, de ce conditionnement. Et c'est pas facile parce que ce conditionnement, il est vraiment en place, encore aujourd'hui, hein, il y a plusieurs, comment on fait? Oui, parce que voilà, c'est ce que tu allais demander, comment on fait? Bah, c'est ce que je vais aborder maintenant. Il y a en tout cas, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a plusieurs, auteurs, journalistes, essayistes, femmes aujourd'hui qui, dénoncent, enfin qui expliquent comment notre culture, patriarcale instaure un modèle, de relation homme-femme. Puisque je parle de mon expérience en tant que femme qui est hétérosexuelle, un modèle où, la femme où il y a toujours un rapport, un plus ou moins de domination et où, et où donc il y a des choses qui se font, qui sont intégrées, mais tellement intégrées qu'on fait pas, on les voit pas de suite et c'est pas évident de les déconstruire. Hem, moi je fais le parallèle avec, l'éducation, des enfants où j'ai dû déconstruire tout ce qui était, de l'ordre de la violence éducative ordinaire, toutes ces choses qui semblent normales et banales et que moi je trouvais juste pas normales et pas banales du tout puisque, voilà, ça c'est de la violence envers, une personne et voilà, ça m'a pris ça je sais qu'une des participantes ici sait de quoi je parle, ça va prendre du temps, voilà, de déconstruire, hem
Tout ça pour être vraiment à l'écoute de la personne qu'on a en face, même si c'est un enfant. Et là, c'est pareil en fait. Hein. Là, comment dire, c'est pas le sexisme ordinaire, mais c'est un peu ça quand même, quoi. C'est la culture. La culture norme les relations hommes-femmes, la relation amoureuse, la vie amoureuse. Et donc, c'est vraiment compliqué de. Enfin, c'est pas facile comme ça, hop, de se dire allez, je sors de tout ça et je crée ma vie amoureuse qui me ressemble. Bon, alors, du coup, comment on fait? Alors, alors, comment on fait? Bah, déjà, on en prend conscience. Alors, moi, je vous ai dit que j'avais fait une thérapie et ça a fait partie donc du premier pas pour me libérer de, de mes attentes, de mes schémas de fonctionnement un peu pourris et pour avoir des prises de conscience. Euh, la prise de conscience, c'est déjà une grosse partie du travail. Et je dirais que la prise de conscience est l'acceptation de ce qu'on est à ce moment-là. Euh, Par exemple, j'avais déjà entendu les mots de dépendance affective et je me disais, OK, j'ai l'impression d'être dépendante affective. Alors, qu'est-ce que c'est la dépendance affective? Bah, c'est ce que je vous ai raconté au début, c'est-à-dire que d'attendre de l'autre qui réponde à nos besoins, on est dépendant de l'autre en fait pour combler nos besoins et pour être heureux. On ne peut pas le faire soi-même. Enfin, ça, c'est quand on est dans la dépendance affective. Et donc, je me disais, OK, il y a de ça, donc je vais le combattre. Je vais combattre ma dépendance affective. Et je mettais du coup beaucoup d'énergie et beaucoup de force à lutter contre moi-même finalement et à ce qui se jouait quand j'étais en relation amoureuse. Et jusqu'au jour où j'ai j'ai lu ou entendu, je ne sais pas, Christina Marquez, qui est une praticienne, psychopraticienne spécialisée dans l'indépendance affective, et qui a dit puisque si jusque-là, vous vous êtes battu contre votre dépendance affective et que rien n'a changé, eh ben, peut-être vous pourriez l'accepter et voir ce que ça donne. Et effectivement, je me suis dit, bah tiens, je vais essayer de toute façon, là au point où j'en suis, j'essaye tout, hein, parce que j'étais pas heureuse dans cette situation. Euh, donc j'ai accepté. Ok, je suis comme ça. Et j'ai des besoins. Peut-être qu'ils ne sont pas sains, entre guillemets, mais en tout cas, ce sont mes besoins. Donc là, pour l'instant, ils sont légitimes puisqu'ils sont là. Et j'accepte d'être dépendante affective. Maintenant, à partir du moment où j'ai accepté ça, j'étais beaucoup plus calme. Et l'énergie que je mettais avant pour combattre mes réactions, mes schémas de fonctionnement, où je sentais que ça allait pas, je l'ai mise au service d'autre chose. Et c'est là dans le comment on fait, je l'ai mise au service de tout ce qui pouvait me permettre de combler moi-même mes besoins au maximum. Donc j'ai changé complètement l'objet de mon investissement, de mon énergie et de tout ce que je mettais en œuvre. Et donc ça a été, voilà, ça c'est la grosse partie après de comment on fait pour sortir de ce genre de choses. Alors, il y avait autre chose que je voulais dire aussi, qui était de l'ordre qui fait partie de la dépendance affective et qui était dans ce que je vivais avant, c'est que, comme je vous ai dit, moi j'avais l'idée qu'il fallait donc forcément être présent pour l'autre, forcément répondre à ses besoins, à ses envies. Et moi, c'est quelque chose que j'ai appris à faire très tôt, à m'adapter pour recevoir l'affection, parce que j'avais l'impression qu'il fallait que je fasse ce qu'on attendait de moi pour la recevoir. Et
Donc, je sais très bien m'adapter aux personnes et je sais comprendre assez rapidement qu'est-ce qui leur fait plaisir, leurs besoins, leurs envies. Et je le fais. Voilà, je réponds à ça et je me perds complètement là-dedans. Parce que je ne m'occupe plus de moi, finalement. Je m'occupe de l'autre à fond. Ce qui fait qu'à un moment donné, c'est trop parce que j'ai complètement dépassé mes limites. Et à un moment donné, ça explose et là, ça devient, le reproche, c'est-à-dire: «Oui, tout ce que je fais pour toi et toi, tu fais rien, tu fais pas tout ça pour moi» et c'est juste très injuste, en fait, parce que, voilà, ça, c'est mon choix. Non, c'était pas du tout un choix, justement, c'était complètement, subi, c'était pas un choix, mais heu, c'était mon schéma de fonctionnement, voilà, m'adapter, faire tout ce qu'il fallait pour l'autre et ne pas savoir où étaient mes limites, ne pas savoir où étaient mes besoins, ne pas savoir où étaient mes envies et au bout d'un moment, exploser parce que j'étais allée beaucoup trop loin et que j'étais épuisée et ce qui faisait qu'en face, en plus, l'homme qui était en face de moi, tout d'un coup, il se prenait ça dans la tête alors que, voilà, jusque-là, ben, je m'occupais de lui et avec, le sourire et tout d'un coup, ça a explosé sans prévenir et donc ça c'était un peu violent. C'était violent pour tout le monde. Voilà et ça, c'est aussi quelque chose qui est, très dans la culture, donc dans notre culture, le fait que, la femme est dans le soin, dans le care, le mot anglais, C-A-R-E, et et qu'elle se perd là-dedans. Voilà, donc c'est assez courant et donc tout ça pour dire que dans le comment on fait, il y a eu à la fois, les prises de conscience sur moi, mes schémas de fonctionnement et le fait que je mettais toute mon énergie à me combattre moi-même au lieu de la mettre à m'aimer moi-même. Et il y a eu aussi les prises de conscience liées à la culture, à mon environnement, dans la société dans laquelle je vis et à déconstruire tous les, bah, les normes, les conditionnements, les attentes de la société pour, et ne plus culpabiliser. Oui, vouloir être maternante aussi dans la relation amoureuse, oui. Ah, attends, je regarde s'il y a autre chose dans ce que tu me dis. Oui. Eh ben, oui, surtout quand, comme moi, on est un peu l'archétype de la mère, c'est quand même, hein, moi, j'ai été quand même une mère à fond, donc et je porte cet archétype bien exprimé, donc oui, effectivement, voilà, il y a de ça, être maternante. Mais c'est ce qu'on attend, en fait, hein, des femmes, dans notre société, hein. Donc c'est quand même beaucoup ça qu'on attend d'elles. C'est l'archétype, féminin, la mère, qui est, le plus valorisé dans notre société. Donc comment sortir de tout ça? Il y a à la fois un volet, personnel, de l'ordre du développement personnel et il y a aussi à la fois un volet, culturel qui est d'aller, OK, comprendre tout ce qu'il y a dans la culture, les attentes, les injonctions qu'il y a dans la culture et de les déconstruire. Alors, je ne vais pas forcément parler de cet aspect, culturel ce soir. Je peux vous donner des références de personnes qui écrivent sur le sujet. Il y a Mona Chollet, par exemple, qui a écrit un bouquin, «Sorcières, la puissance invaincue des femmes» et puis qui vient de sortir là maintenant, tout là maintenant, un livre justement sur, les relations amoureuses, peut-on avoir, enfin, en gros, c'est peut-on avoir une, relation amoureuse hétérosexuelle dans une société patriarcale? Et il y a aussi, le podcast de Victoire Tuyon qui s'appelle «Le cœur sur la table», heu, où il y a déjà, plus de 10 épisodes ou 10 épisodes, je crois. Donc il y a de quoi aller bouquiner et aller écouter pour tout ce qui concerne le côté culturel, mais c'est important de l'avoir en tête parce que ça ne dépend pas non plus que de
de notre intérieur. Il y a aussi ce côté culturel voilà, pour pas trop culpabiliser si on n'y arrive pas, il n'y a pas que il y a pas que nos efforts personnels, il y a aussi quand même le système qui, euh, qui aide pas. Voilà. Alors, pour ce qui est de comment sortir de tout ça, quoi, des fonctionnements, des schémas de fonctionnement, du côté maternant, du côté de se perdre, du côté d'avoir des attentes sur l'autre. Effectivement, c'est passé par donc des prises de conscience en thérapie que c'était comme ça. Ah, ok. Et maintenant que c'est comme ça, eh ben, ce qui est chouette quand on sait que c'est comme ça, c'est qu'on peut choisir de faire autrement. Et donc là, ça demande effectivement un boulot personnel, hein, un travail personnel d'auto-observation. On observe ses pensées, on observe les émotions qui montent, dans quelle situation ça monte. On observe les schémas répétitifs, les trucs qui se répètent. Et à force de les observer, on peut prendre plus de recul. Et quand on a un peu plus de recul, un peu plus de distance, c'est là qu'on peut faire un autre choix. Alors, je vais quand même parler de mes outils qui m'ont aidée. En plus de la conscience de tout ça. Moi, ce qui m'a aidée, ça a été tout le volet pour arriver à combler moi-même mon besoin de sécurité, mon besoin de reconnaissance, le besoin d'être aimé. Et tout ça, il y a des besoins qu'on ne peut pas forcément combler soi-même, hein. Le besoin d'être touché, par exemple, même si on se fait des automassages, par exemple, ou qu'on prend des bains, on fait des choses pour que ça soit agréable à notre corps. Il y a des besoins qu'on ne peut pas combler soi-même, mais plus on a de besoins comblés, plus ceux qui ne sont pas comblés peuvent être mis en attente temporairement et on n'est plus dans l'urgence de il faut que mon besoin soit comblé, donc je vais trouver un homme coûte que coûte. Donc, je me suis occupée de tout ce que je pouvais faire moi-même pour moi-même. Alors, et c'est passé, je sais que un moment très important pour moi, ça a été c'est une séance avec mon thérapeute où on est allé rendre visite à la petite fille que j'étais. Donc, je ne sais pas trop exactement quelle était sa technique. Est-ce que c'était du rêve dirigé? Est-ce que c'était de l'hypnose? Je ne sais pas trop. Mais bon, voilà, c'était dans un état de conscience un peu modifié. Et donc, je suis allée rencontrer la petite fille que j'étais. Et j'ai pu voir comment elle était, quelles étaient ses émotions, quel était son état. Et moi, la femme que je suis aujourd'hui, j'ai pu prendre soin d'elle, la rassurer, la réconforter, la soutenir, l'encourager. Et lors de cette séance, ça a été vraiment très, très fort pour moi. Et depuis cette séance, je peux très facilement me reconnecter à elle en état méditatif. Et donc, s'il y a quelque chose, une émotion forte qui est de l'ordre de la peur de l'abandon, de la peur du rejet, des choses comme ça, la plupart du temps, ça vient d'une blessure de petite fille. Et donc, je peux aller moi-même réconforter cette petite fille ben pour penser cette blessure, enfin pour que ça soit plus à vif. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'à force de le faire, ben, la blessure, c'est, comment dire, disparaît, et moins cuisante. Et donc, c'est de plus en plus facile. Et il y a eu une autre méditation de visualisation que j'ai fait avec une accompagnante, je ne sais plus comment elle se définit.
J'ai fait quelques séances avec elle pour travailler sur ma vie professionnelle en lien avec ma vie personnelle. Et elle s'appelle Camille Serre de l'Arbre Serpent. Et c'était là, ça a été une méditation pour me reconnecter à mon masculin intérieur. Et ça a été très fort aussi, parce que j'ai vraiment senti comme s'il y avait euh, je vais le dire de façon caricaturale, bien, parce que c'était des sensations, c'était pas, voilà, mais qu'il y avait donc un homme à l'intérieur de moi, donc je dirais que c'est mon masculin intérieur, mon masculin sacré, et que je pouvais le contacter quand j'avais besoin aussi de réconfort, de sécurité, et en tant que femme. Alors voilà, donc ce sont deux choses qui ont été très importantes pour moi. Comprendre que je pouvais aller rassurer, réconforter la petite fille que j'ai été, ma petite fille intérieure, on va dire. Et aussi comprendre que je pouvais contacter cette force en moi, de ce masculin sacré en moi, quand j'avais besoin en tant que femme, à ce moment-là, de réassurance, de sécurité, de réconfort. Et ça, à force de le pratiquer, c'est devenu, comment dire? J'avais de moins en moins besoin, et donc j'ai de plus en plus, pu, satisfaire, le besoin de réconfort, de sécurité, moi-même, et apaiser les blessures, de rejet, d'abandon. Voilà. Je ne suis pas allée chercher d'où venaient ces blessures. Je crois qu'à peu près tout le monde les a, ces blessures. Et après, c'est comment on les gère, quoi. Donc ça a été un premier pas super important qui m'a permis d'avoir beaucoup moins d'attentes envers mon partenaire dans une relation. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y a eu la spiritualité. Pour moi, ça a joué un grand rôle parce que, alors, la spiritualité, j'y suis venue par le Reiki. Le Reiki, c'est une pratique qui suppose que tout dans le monde et l'univers est énergie, qu'on peut canaliser cette énergie pour se l'envoyer à soi-même ou pour l'envoyer à d'autres, que c'est une énergie de vie, d'amour, forcément qui sert la vie, et qui est donc, ça peut apaiser à la fois le physique, mais à la fois l'émotionnel aussi, le psychologique. Et je me suis formée pour pouvoir donner des soins avec cette énergie, canaliser cette énergie et pouvoir donner des soins. Et lors des formations, surtout, ouais, lors de ma formation avec l'un des maîtres Reiki avec qui j'ai travaillé, il y avait des méditations, euh, initiation en fait, je sais pas. Je crois que le maître Reiki facilite l'accès à ça. En fait, son boulot, c'est de faciliter l'accès à ça. Et ça, c'est quoi? C'est la connexion à cette énergie qui est partout. Alors, il y en a d'autres qui vont l'appeler l'amour universel, il y en a qui vont l'appeler la conscience pure, il y en a qui vont l'appeler Dieu. Chacun, en fait, va y mettre les mots qu'il veut. Mais moi, ce que j'ai ressenti dans mon corps à ce moment-là, c'était vraiment une dilution totale dans quelque chose de chaud, quelque chose de doux, quelque chose de, ouais, je pourrais juste dire ça. Et donc j'étais plus séparée, j'étais plus une personne séparée du reste. J'étais complètement diluée dans le tout, comme on peut entendre ça des fois. Et c'était vraiment une expérience physique. Et comme voilà, je fais du Reiki et je fais d'autres pratiques énergétiques, je suis assez facilement, je médite assez facilement, je vais assez facilement aussi dans des états de conscience modifiés. Et donc, quand ça allait vraiment pas, c'était aussi un des outils que j'avais. C'était de me dire, OK, mais je suis pas toute seule en fait, je suis pas séparée du reste. Et je peux me relier à tout. Alors,
quand ça allait vraiment pas, des fois, j'y arrivais pas, hein, faut c'est pas, parfois les outils fonctionnent pas, hein, mais c'était quand même, un des outils que j'avais et surtout d'avoir eu cette conscience lors d'une méditation comme ça, que je pouvais faire partie du tout et ne pas être séparée. Bah, voilà, je savais que ça existait et je savais que c'était possible et donc je savais que, dans cet état et ben, il y a plus il y a plus, le sentiment de manque, le sentiment d'insécurité, il y a plus, et rien que le sentiment de séparation peut faire mal, en fait. Donc parfois on peut juste vouloir chercher, la fusion si on sait que ça a existé. On sait que ça a existé parce qu'on peut, soit si on a des croyances, dans ce sens-là, on peut se dire qu'on vient tous de cette énergie-là, qui est le tout. Soit, on sait que ça existe parce que parfois dans les, relations sexuelles, dans la sexualité, on vit cette, fusion, cette communion et donc on peut vouloir, chercher ça ou alors c'est peut-être un souvenir qu'on a de quand on était, bébé ou dans le ventre de la mère, je ne sais pas. Et on peut vouloir chercher ça et penser qu'il y a que dans la relation avec l'autre qu'on va pouvoir retrouver ça. Alors que mon expérience, m'a montré qu'on pouvait le vivre, tout seul. Voilà. Qu'est-ce que ça donne ça? Enfin bon, je sais que, tu réagis quand tu le souhaites, donc puisque tu l'as déjà fait, mais savoir si c'est assez clair, tout ce que je raconte. Mmh, c'est très clair, chouette. OK. La troisième étape qui m'a amenée vraiment à me sortir de tout ça, alors ça amène beaucoup de questions quand même. Bah, super, super! Tu vas pouvoir me poser les questions, donc tu pourras me poser les questions, tu peux soit maintenant, soit sinon je continue et on fait toutes les questions à la fin. Qu'est-ce que tu veux? À la fin. OK. Donc la troisième étape, Heu, qui m'a permis de me sortir de tout ça, ça a été, ma rencontre avec, les outils de déblayage, de gestion d'émotions et de déblayage, des croyances limitantes. Alors, j'ai il y a eu d'abord un médecin avec qui j'ai travaillé et qui faisait, en plus de son travail de médecin, qui faisait de la kinésiologie et puis qui travaillait beaucoup là-dessus, sur, sur comment en fait, nettoyer toutes les croyances limitantes, tous les conditionnements et toutes les choses qui sont inscrites dans notre inconscient et qui nous bloquent. Hem, Moi, je suis fascinée à chaque fois de voir tout ce qui est dans mon tout ce dont je n'ai tous les comment dire? Tous les conditionnements dont je n'ai pas conscience et qui remontent lors de, justement de séances de déblayage comme ça. À un moment donné, par exemple récemment, il y a une personne, qui faisait un déblayage sur l'argent et quand elle a déblayé, la croyance que, c'est l'homme qui doit assurer la sécurité financière, et donc pas la femme, ça m'a mis les larmes aux yeux et je pensais pas avoir cette croyance. Vraiment, enfin, consciemment, je ne l'ai pas, clairement et ça mais là, le fait ma réaction émotionnelle et corporelle, m'a indiqué qu'il y avait cette croyance et je me suis dit: «Ouais, donc en fait, vraiment, on sait pas tout ce qui est enfoui en nous, qui est intégré en nous» et donc voilà, faire le travail de déblayage des croyances, c'est chouette de le faire, pas tout seul parce qu'on pense pas à tout quand on le fait tout seul. Donc c'est chouette de le faire avec d'autres personnes, soit, une accompagnante, un accompagnant, soit, des bouquins, soit, un groupe, d'entraide, un groupe de parole, voilà pour, déblayer. Alors qu'est-ce que c'est déblayer comment on fait pour déblayer les croyances limitantes? Il y a sans doute plusieurs outils. Moi, j'ai utilisé d'abord les outils de ce médecin qui sont assez semblables finalement aux outils proposés par Access Consciousness.
Euh, Access Consciousness, j'ai découvert ça en début d'année. Et donc, dès qu'il y a quelque chose qui remonte, une émotion, une croyance, quelque chose, on peut dire, excusez-moi, il y a des gens qui passent chez moi. Voilà, on peut dire tous ces jugements que je porte sur moi et tout ce qui remonte par rapport à ces jugements, je le détruis et je le décrée. Et après, il y a la petite phrase de déblayage, comme la phrase, la formule magique d'Access, attendez, excusez-moi, euh, voilà, qui permet de chanter le cerveau et de libérer cette croyance. Donc, ça, c'est une pratique énergétique, puisque l'idée, c'est des énergies qui remontent. Les croyances, ce sont des conditionnements, c'est comme des énergies qui remontent, et on dit des phrases comme ça pour les libérer. Donc ça, c'est ce que moi, j'ai utilisé comme outil. J'utilise aussi les rituels, parce que ça fait plusieurs années que j'ai fait des pratiques, que je célèbre les fêtes païennes, on va dire, ou les fêtes celtiques de la roue de l'année, et, euh, et aussi que je fréquente des cercles de femmes dans lesquels on fait des rituels pour mettre de la conscience, impacter quelque chose dont on veut se débarrasser et quelque chose qu'on veut voir arriver. Et c'est un engagement envers... la pratique de la roue de l'année, c'est un engagement envers moi-même. Je me dis, par exemple, cette année, je veux travailler sur euh, ma sécurité intérieure et je m'engage donc à faire tout ce que je peux là-dessus. Et comme je suis la roue de l'année, en fait, je suis le mouvement naturel, on va dire, de la nature, et naturel de la nature, ouais. Et je trouve ça plus facile. J'ai découvert aussi les éco-rituels depuis le début de l'année. Et ça, je m'en sers plus pour aller vers ce que je veux. Les phrases de déblayage, les outils de déblayage, c'est pour enlever tout ce que je veux plus. Et les éco-rituels, c'est pour aller vers plus d'harmonie, vers plus d'amour et aller vers ce que je veux. Quels autres outils j'ai utilisés apprendre à gérer aussi les émotions, apprendre en fait à mettre de la conscience, beaucoup plus de conscience sur ce que je vis, tant au niveau émotionnel qu'au niveau de mes pensées. Faire attention à ce que je dis. J'ai relu les 4 accords Toltec, par exemple, aussi, que je trouve vraiment très riche et très pertinent. Et c'est vrai que la première fois qu'on m'a dit pour sortir de tout ça, il faut que tu t'observes et que c'est à force de t'observer, d'observer tes pensées, d'observer tes émotions, que tu pourras choisir autre chose. Ah, j'ai trouvé, ok, il n'y a pas une recette magique plutôt, parce que ça, c'est quand même vachement fastidieux. Et, et puis finalement, quand on est aidé, quand on est accompagné, c'est beaucoup moins fastidieux. Quand on est tout seul, c'est sûr que c'est fastidieux, mais c'est possible aussi. Et quand on est aidé, et moi j'ai choisi d'être aidée, j'ai fait pas mal de choses avec ce médecin, puis ensuite avec des facilitateurs d'Access Consciousness. Quand on est aidé, ou avec des bouquins aussi, et qu'on utilise les outils tous les jours, on arrive de plus en plus à comprendre, à s'écouter, à comprendre ce qui se passe en soi et à prendre du recul et à choisir, est-ce que je veux replonger dans mon schéma de fonctionnement pourri ou est-ce que je veux essayer autre chose? Et si je veux essayer autre chose, ok, qu'est-ce que je peux essayer? Et d'être dans l'ouverture de qu'est-ce que je peux essayer. Voilà. Un autre outil d'Access Consciousness qui m'a été très utile a été celui qui propose de baisser les barrières pour accepter de tout recevoir. On le fait de façon en visualisation, hein, ou on peut le faire de façon physique aussi. Ok, je baisse mes barrières sur le côté, devant, en haut, en bas. Et moi, je me visualise souvent au sommet d'une colline, en fait, avec mes barrières baissées. Et ok, je suis prête à conquérir le monde. Je suis prête à tout recevoir du monde et je suis prête à aller dans le monde.
Et ça implique justement de tout recevoir, le mauvais et le bon aussi. Alors, selon comment on est, moi j'avais tendance à, comment dire, à être OK pour recevoir le mauvais, mais à pas forcément être OK pour recevoir le bon, comme si je le méritais pas. Et donc ça, c'était une croyance limitante sur laquelle je bosse vachement. En fait, il y a pas de mérite à recevoir le bon, quoi. Je veux dire, on peut recevoir le bon. Tout le monde peut recevoir le bon et d'accepter de recevoir et de recevoir le bon, le beau, le magnifique, voilà. Hem, un autre, enfin, je vais parler d'un dernier outil, qui m'a été, très utile, c'est de comprendre le fonctionnement, de notre société qui est très binaire entre j'ai tort, j'ai raison et de tous les rôles qu'on prend pour être toujours dans j'ai raison. Parce que c'est le seul truc qui est valable en fait, hein. On ne peut pas être dans j'ai tort. Alors ça paraît très, très basique et schématique dit comme ça, mais ça n'empêche que, je ne sais pas si c'est complètement vrai tout le temps, mais ça n'empêche que moi, ça m'a été d'une grande aide de me rendre compte de, tout ce que je faisais pour être dans j'ai raison et notamment de me poser en victime. Parce que les victimes, en fait, ont beaucoup de pouvoir, dans notre société, elles attirent l'attention, on s'occupe d'elles, en plus bon, enfin voilà, et donc je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de fois pour, combler mon besoin de reconnaissance, mon besoin de validation extérieure, je me mettais en victime. Je me plaignais que rien n'allait, puis là, j'avais les gens qui arrivaient: «Ah oui, mais ma pauvre» et tout ça, machin et bon, voilà et donc je me suis dit: «OK, je vais observer les rôles que je prends. Quand est-ce que je me mets en victime?» et choisir autre chose. Quoi? Je ne sais pas, ça dépend du moment, mais en tout cas, choisir de sortir de ce rôle-là, et choisir de ne plus être une victime, voilà. Donc voilà un peu tous les outils qui ont été utiles pour moi. Des outils de développement personnel, et des outils, et aussi le fait de prendre conscience de ce qui se joue dans la société. Et à partir du moment où j'ai eu, la possibilité de combler pas mal moi par moi-même, mon besoin de validation, de reconnaissance, mon besoin d'être aimée, et je me commençais à m'aimer moi-même, et que j'ai pu, donc repérer, prendre du recul vis-à-vis de mes réactions, de mes schémas de fonctionnement et que j'ai commencé à déblayer tout ça et à avoir beaucoup plus de conscience dans tout ce que je vivais. Pour ça, mon corps a été un allié quand même, hein. Moi, il y a beaucoup de choses que je trouve qui passent par le corps et le corps est vraiment un ami pour moi et une fois que j'ai eu commencé une fois que j'ai fait tout ça et ben, ça m'a permis de me dire: «Et ben, en fait, je n'ai pas besoin d'un homme. En fait, je n'ai pas besoin de quiconque pour m'aimer, pour, me trouver pour me reconnaître, pour me valider. En fait, je peux le faire moi-même et c'est là que j'ai compris vraiment le sens de la phrase, «Il vaut mieux être seul que mal accompagné». Parce qu'avant, j'étais mal accompagnée, je voulais absolument être accompagnée, mais ben, j'y allais avec tout ça, tous ces bagages, toutes ces limitations, toutes ces croyances limitantes, toutes ces attentes et c'était quand même pas super. Et puis après, à partir du moment où j'ai dit: «Bah non, je peux être seule et c'est même mieux d'être seule. Comme ça, je peux m'occuper de moi, je peux faire tout ce travail-là de déconstruction, de m'aimer, d'apprendre à m'aimer» et à partir de ce moment-là, j'ai plus besoin d'un homme. J'en ai envie, j'ai envie d'avoir des relations amoureuses, j'ai envie d'avoir une vie amoureuse, mais je n'en ai plus besoin et c'est pas du tout pareil parce que du coup, ben, OK, j'ai plus je vais pas, me précipiter sur le premier venu, je vais plus, répondre de façon, hem, comment dire? Maladive à quelqu'un qui me ferait un compliment, avant j'aurais pu me dire: «Oh là là, je vais aller, vers cette personne parce que peut-être il y aura personne d'autre qui me fera de compliment dans ma vie».
peu importe ce dont j'ai besoin, ce dont j'ai envie, peu importe ce que la personne est. Voilà, aujourd'hui, ça c'est non. Aujourd'hui, je sais qui je suis, je sais, enfin, je sais qui je suis, ça c'est peut-être pas, mais en tout cas, je sais ce que je souhaite, je sais ce dont j'ai envie et comme je sais que je suis pas, que j'ai pas besoin de quelqu'un d'autre pour être entière, que j'ai pas besoin de quelqu'un d'autre pour être forte, pour être puissante, pour être, belle, pour être aimée, pour être en sécurité, et ben, je peux, prendre le temps et aussi le fait de me sentir en sécurité, je peux baisser mes barrières et donc je peux vraiment être beaucoup plus ouverte à recevoir la personne, je dirais plus comme elle est vraiment et non plus comme j'aimerais qu'elle soit. Je dis pas que tout est parfait, mais en tout cas, le fait d'avoir fait ça pour moi, ça me permet vraiment de pouvoir accueillir la personne beaucoup plus telle qu'elle est et d'avoir moins d'attentes sur, ce que j'aimerais qu'elle soit. Je pense que c'est un chemin qui prendra encore du temps, hein. Je ne sais pas si ça se termine un jour, mais en tout cas, aujourd'hui, mon chemin est beaucoup plus sympa et j'avais envie de terminer sur, une petite anecdote et une réflexion que j'ai eue suite à cette anecdote. Donc, c'était il y a quelques années déjà, bah, c'était au moment de mon divorce, donc en 2013. J'en parle avec une amie et qui me dit que, ben, quand même, elle aimerait être celle qui m'incite à rester avec mon mari, à pas se séparer, et me dit Heu, non, mais parce que c'est trop facile, hein. Moi aussi, j'aimerais avoir, plusieurs hommes, donc plus chacun chez eux là et puis je vais voir un tel ou je vais voir un tel ou je vais voir un tel et voilà. Mais c'est pas comme ça la vie et et ça m'avait, alors sur le coup, j'étais vachement surprise parce que je m'attendais pas du tout à ça d'elle et alors moi, c'était pas mon souhait d'avoir plusieurs hommes et d'aller voir, tous les hommes comme ça, enfin chacun à son tour. Par contre, ce qui m'avait, «choquée» entre guillemets ou en tout cas interpellée, c'était que je me disais: «Mais cette femme, elle sait ce dont elle a envie. Elle le sait et elle le fait pas. Elle le sait et elle se contraint à rester dans une relation, une seule relation qui visiblement ne la satisfait pas complètement». D'ailleurs depuis elle a divorcé. Mais, moi c'est ça qui m'avait frappée. C'était je me dis: «Elle sait ce qu'elle veut et elle le fait pas, elle le vit pas, elle se permet pas de le vivre» et ça m'est resté et et puis quand j'ai, dernièrement aussi, depuis quelques années, je suis tombée sur, des textes, des témoignages sur, le polyamour, sur l'anarchie relationnelle, c'est-à-dire, ben, on met pas de hiérarchie dans les relations. On met pas, l'amour plus haut que tout et quand on est amoureux, plus rien d'autre n'existe. Quand on est amoureux, on voit plus ses amis. Donc c'est non, toutes les relations sont sur le même plan et puis des fois, on va voir ses amis et des fois, on va voir son amoureux ou des fois, on va voir ses amoureux et ça a commencé un peu à faire son chemin dans ma tête et je me suis dit: «Mais c'est quand même fou parce que, heu, tout le monde est OK pour avoir plusieurs amis, plusieurs amitiés et tu sais que, en tout cas pour moi c'est le cas. Je sais que si je veux faire une bonne bouffe, je vais aller avec tel ami. Je sais que si je veux aller au ciné ou, faire une soirée, film, je vais aller avec tel autre ami. Je sais que si je veux aller, faire une rando, je vais aller avec tel autre ami et c'est OK, voilà et c'est, assez admis, communément admis que, on a des amis différents pour faire des choses différentes avec des amis différents et je me suis dit: «Mais en fait, moi, j'étais jamais satisfaite parce qu'avec un homme parce que, bon, il y avait toutes ces attentes et tous ces bagages, derrière, mais il y avait aussi le fait que de toute façon, il ne pouvait pas être, enfin, correspondre à tout ce que j'avais envie de faire exactement avec un homme et je ne sais pas si ça existe en vrai,
Et donc, je me suis dit, mais si c'est normal d'avoir plusieurs amis, pourquoi ce ne serait pas normal aussi d'avoir plusieurs relations amoureuses et de vivre, de choisir ensuite, euh, ben de choisir tel jour, enfin, quand on a envie de vivre une chose, on va avec un, quand on a envie de vivre une chose, on va avec un autre. Comme ce que me racontait cet ami, donc il y a quelques années, et comme on fait avec ces relations amicales. Voilà. Et ça a pris du temps, mais effectivement, j'ai commencé, comme j'ai commencé à déconstruire toute la pression de la société sur le couple, sur ce que doit être une relation, sur ce que doit être la femme dans la relation, sur ce que doit être l'homme dans la relation, et ben forcément, lié à tout ça, il y avait aussi la déconstruction du couple hétérosexuel tel qu'on l'entend aujourd'hui et de la relation exclusive, puisque c'est un peu la seule qui est présentée comme étant correcte. Et ben, quand on commence à déconstruire ça, on peut déconstruire aussi l'exclusivité et, dans les relations amoureuses. Et de tout ça, depuis donc tout ce que je viens de raconter, fait qu'aujourd'hui, alors c'est ma solution, c'est ce qui me convient à moi, et je dis absolument pas que ça convient à tout le monde, hein. C'est comme d'autres choix de vie que j'ai fait, comme d'être travailleuse indépendante, comme de faire l'instruction en famille à mes enfants. Ce sont des choix très particuliers et qui conviennent pas à tout le monde. Moi, j'ai fait le choix aujourd'hui de vivre seule parce que quand je suis seule, j'ai beaucoup moins de charge mentale. Je suis pas toujours en train de me dire: «Ah, je dois faire à manger. Ah, c'est l'heure de machin. Ah, c'est l'heure de bidule. Ah, je dois ranger ça». Non, quand je vis seule, j'ai mes enfants une semaine sur 2. Quand j'ai pas mes enfants, je n'ai que moi à m'occuper, et ça, c'est d'une légèreté. C'est une légèreté incroyable. Je sais bien que quand je suis en relation, de couple classique, je me mets beaucoup de charge mentale pour, pour, m'adapter à l'autre, pour, anticiper les besoins, pour, m'occuper, de l'autre, pour respecter les horaires et tout ça, et je n'arrive pas à l'enlever cette charge mentale-là. Donc c'est trop pour moi, en fait. Donc de décider de vivre seule, ça a déjà été un premier pas. OK, j'accepte de vivre seule. Maintenant, ce n'est plus quelque chose que je subis, c'est quelque chose que je décide. J'accepte de vivre seule et je souhaite vivre seule parce que comme ça, il y a plein de moments où je m'occupe vraiment que de moi, à mon rythme, sans pression, et c'est beaucoup plus léger pour moi. Et j'ai décidé aussi de ne plus être exclusive, c'est-à-dire de ne plus avoir une seule relation, mais de voir ce qui se présente. Et hem et heu Alors par contre, il faut que ça soit clair pour que personne ne soit surpris et n'en souffre. Donc c'est quelque chose que j'annonce, que je dis, et il se trouve que depuis que j'ai pris ces 2 décisions-là, vivre seule et ne plus être exclusive, ça a complètement changé la relation que j'avais déjà, qui est beaucoup plus légère, et ça m'a ouvert à d'autres relations, et de très, très belles relations. Donc aujourd'hui, effectivement, je suis, comme on dit, solo poly, par exemple, c'est-à-dire quelqu'un qui vit seul, mais qui a plusieurs relations amoureuses. Et aujourd'hui, comme je n'attends plus de moi, enfin, je n'attends plus des autres, pardon, qui s'occupent de moi, je m'occupe moi-même de moi. Ça a vraiment fait tomber plein de barrières, plein de lourdeurs que j'avais dans la relation. Et en fait, c'est tellement plus facile, c'est tellement plus léger. C'est, heu, j'arrive à accueillir les personnes, comme elles sont, sans m'embêter avec, des projections sur, ce que je voudrais qu'elles soient, surtout si on fait construire une relation et tout ça. Enfin, voilà, tout ça, ça c'est, enfin, ça n'a plus lieu d'être.
et ce qui me permet d'avoir une vie amoureuse en fait super joyeuse et super riche et légère. Et ben voilà quoi. Voilà où m'ont amené où m'a amené tout ce cheminement-là. Et c'est ma comme je le dis, je le répète encore, c'est ma solution. Je dis pas que tout le monde doit faire comme ça. Je dis juste que quand on ce que je veux dire, c'est que quand on fait ce chemin-là de déconstruire ce qui appartient à la société, ce qui est de l'ordre du système et de, s'occuper de ses besoins à soi et de déblayer les conditionnements et tout ça, à ce moment-là, on peut vraiment faire un choix qui est un choix, conscient de ce qu'on veut dans la vie. Et c'est beaucoup plus facile d'accepter un choix conscient puisque c'est notre choix conscient, que d'être, en fait, complètement, parasité par, tous les conditionnements, tous les blessures, tous les, schémas de fonctionnement. Et là, on est conscient de rien, donc c'est très difficile de ne pas souffrir dans ce genre de relation, je pense. Voilà ce que je voulais vous dire. Je crois que j'ai tout dit. Alors maintenant, c'est le temps des questions. Je vais mettre la discussion pour voir les questions. Donc j'espère que hop, voilà, j'aurai la tête. Alors, heu, quand on arrive à être autonome sentimentalement et à faire ce travail profond, que nous apporte une relation amoureuse? Heu, tout ce qu'on ne peut pas faire soi-même, elle nous apporte. Donc, je dis pas, on peut avoir une sexualité soi-même, avec soi-même, ça, et je recommande d'ailleurs, d'avoir une sexualité soi-même avec soi-même. Mais il y a des choses qui se partagent et dans la sexualité notamment, il y a des choses qui se partagent, dans le toucher aussi. L'être humain a enfin bon, de mes lectures, de quand je m'occupais des associations de parentalité, j'avais retenu que le toucher est un besoin chez l'humain et d'être touché par l'autre. Donc il y a des choses que et puis après, l'enrichissement tout simplement. Enfin moi je trouve ça génial de découvrir une nouvelle personne. Je suis dans un état de curiosité, comme un enfant qui découvre le monde, et une nouvelle personne, c'est un nouveau monde et découvre: «Ah, cette personne pense comme ça. Ah, cette personne a cette vision des choses-là. Ah, cette personne fait les choses de telle manière», et moi, je trouve ça génial et ça m'enrichit énormément, de voir, qu'il y a d'autres façons de faire que les miennes, d'autres points de vue que les miens, d'autres visions du monde que la mienne. Et d'être en relation avec des personnes comme ça. Alors moi, j'adore discuter, partager, sur, sur tout ça, sur la vision du monde, des points de vue. Donc de le faire et donc il faut que je revienne là, sinon ça s'enlève. Voilà. Donc ce que m'apportent, les relations amoureuses alors que je suis autonome affectivement, c'est tout ce qui est de l'ordre du partage, de la découverte de l'autre, un peu comme découvrir le monde, on découvre une autre personne et de l'intimité. L'intimité, on peut l'avoir pas qu'avec une relation amoureuse, hein, on peut l'avoir dans une relation, dans tout un tas d'autres relations, de la sexualité. Et puis, aussi quand même de vivre. Ouais, ça, je l'ai vécu que dans les relations amoureuses pour l'instant. Vivre ce sentiment de gratitude intense qu'on peut appeler de l'amour, en fait, et qui nous traverse. Hem, Moi, je l'ai vécu que dans les relations amoureuses, ça, et j'adore ça, j'adore vivre ça. Bon, voilà, puis après tout ce qui est de l'ordre du physique, j'adore vivre ça aussi. Mais c'est vrai que quand on fait si vraiment on va jusqu'à l'anarchie relationnelle, par exemple, je ne dis pas que c'est un chemin d'évolution, linéaire, hein, du tout. Mais je veux dire, si on passe par là à un moment donné dans sa vie, heu, une relation amoureuse n'est pas plus importante qu'une relation amicale. Ce qui est important, c'est de vivre, ce qu'on ressent, ses émotions et ses sentiments, dans le respect de soi, dans le respect de l'autre, et des sentiments amicaux peuvent être très, 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 très forts.
et être aussi important qu'un sentiment amoureux. Donc, qu'est-ce que nous apporte une relation amoureuse? Ben, voilà, la même chose presque que d'autres relations, peut-être avec le sexe en plus. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Euh, alors, je dois mettre la discussion. OK. Oui, j'ai répondu à la question. Super. Concernant les blessures et croyances, comment peut-on se libérer et surtout savoir qu'on n'est plus dépendante de ce qu'on nous a inculqué? Alors, comment on peut se libérer? Donc, moi, je t'ai indiqué, je t'ai indiqué mes outils. La thérapie, donc c'était une thérapie psychocorporelle, c'est une thérapie qui est basée, sur, retrouver le noyau sain de la personne et cultiver ça. Je pense que selon le type de thérapie, c'est plus ou moins adapté effectivement, mais les thérapies qui s'occupent de qui on est maintenant et comment on avance maintenant, sont à mon avis, tout à fait, pertinentes pour ce genre de choses. Donc voilà, je t'ai parlé de ce que j'ai vécu en thérapie avec, par rapport à ma petite fille intérieure, par rapport à mon couple intérieur. Je t'ai parlé des outils de déblayage, des gestions des émotions, de la spiritualité qui m'a aidée. J'ai aussi beaucoup lu. Je dois dire que ça, c'est mon fonctionnement, hein, effectivement. Voilà, j'aime bien analyser les choses et j'ai aussi, beaucoup lu et le fait de lire, heu sur, par exemple, sur, ce qui se passe dans la société ou le fait, de prendre conscience, de lire, voilà, des fois les gens fonctionnent comme ça, il y a tel schéma qui en fonctionne et puis là, je me dis: «Ah mais oui, ça fonctionne comme ça chez moi aussi» et donc le fait de lire, ça m'a beaucoup apporté et le fait de mettre de plus en plus de conscience dans ce que je vis au niveau émotionnel et dans ce que je vis, au niveau de mes pensées et voilà, ça a été mes outils. J'ai utilisé aussi, le tarot psychologique comme outil parce que, c'est un outil qui fait appel au symbolisme, qui fait appel à qui vient faire miroir avec, ce qu'on a à l'intérieur de nous et qu'on n'a pas encore conscientisé et je l'ai pas mal utilisé pour, des prises de conscience aussi et avec le tarot, on peut aussi, hem, comment dire? Mettre en lumière, nos forces, nos atouts et on peut aussi, demander, des exemples d'actions à poser et heu et c'est vrai que, voilà, utiliser tous ces outils au quotidien, c'est un engagement personnel, c'était un vrai engagement envers moi-même, mais moi je me suis dit: «Non, mais vraiment, je ne peux pas vivre ça toute ma vie, donc vraiment je vais m'y mettre». Et donc voilà, tous les jours, aller voir toutes les croyances qu'il y a en moi, quand je suis dans une situation où je sens l'émotion qui monte, m'observer tout le temps pour voir que: «Ah, l'émotion monte, qu'est-ce qui se passe?» Ah bah, je sais même si je sais pas ce qui se passe et ben, je vais dire, «OK, je tout ce qui remonte dans cette situation, je le détruis et je le décrée», avec la phrase de déblayage d'Access et de faire ça tout le temps, tous les outils d'Access que j'ai utilisés ont été super efficaces pour, prendre du recul, en fait, vis-à-vis de toutes mes pensées et de mes actions. Voilà, j'ai écouté des podcasts, j'ai lu aussi. Prise de conscience, prendre de la distance, mettre, du recul, être indulgent avec soi-même, se faire du bien et ça, c'est aussi, quelque chose que, c'est vrai, j'en ai pas parlé là, mais prendre du plaisir avec son corps, prendre du plaisir avec le monde, avec ce qui nous entoure, heu le corps, c'est super important, hem et moi, pour être bien dans mon corps, je sais que je dois passer par, bouger mon corps et aller dans la nature.
Et bah, si, j'ai parlé des éco-rituels quand même. Les éco-rituels, c'est dans la nature et c'est avec la nature, mais c'est vrai que plus je passe du temps, à bouger et à être dans la nature, heu, plus j'ai du plaisir avec mon corps et plus j'ai du plaisir avec mon corps, moins je me sens dépendante de l'extérieur. Voilà. Je crois qu'il y avait une autre question, je regarde. Ah oui, et comment savoir qu'on n'est plus dépendant de ce qu'on nous a inculqué? Ben, c'est parce que tu fais tes choix, quoi. C'est parce que tu fais tes choix en conscience. Parce que tu te dis, voilà, enfin, comment là, je sais que je suis plus dépendante, en tout cas sur certaines choses, hein, je dis pas sur tout, mais, par exemple, quand j'ai fait le choix d'instruire mes enfants, donc, de faire l'instruction en famille, ben, enfin, voilà, c'est un choix qui est tellement différent que je suis sûre que c'est pas quelque chose qui m'a été inculqué. Heu, quand j'ai fait le choix de ne pas être salariée, mais d'être, travailleuse indépendante, même si je galère un peu, bah, je sais aussi que c'est, pas quelque chose, enfin voilà, enfin, je sais pourquoi j'ai fait ce choix et je peux l'expliquer et je peux, voilà, mettre des mots là-dessus. Et quand, j'ai dit, j «OK, je veux vivre seule et je ne serai plus exclusive». En tout cas, je veux expérimenter ça. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, hein. Je ne sais pas du tout de quoi l'avenir sera fait pour moi. Peut-être qu'un jour, ça sera autre chose que j'aurai envie de vivre. Mais là, c'est ce que je veux expérimenter. Donc je vis, comment dire? Je me dis que tout est une expérience et tout est un jeu et que je vais, aller là où j'ai le plus de joie et de plaisir et quand je suis, dans la joie et dans le plaisir et que je peux expliquer mon choix, le verbaliser, ben, que ça veut dire qu'il y a de la conscience, bah, là, je sais que c'est vraiment un choix. Parce qu'on peut tout à fait choisir, hein, de quelque chose on peut tout à fait choisir une vie amoureuse qui correspond complètement aux standards de la société. Il y a aucun souci avec ça, à partir du moment où c'est un vrai choix. Si c'est vraiment ce qui nous convient, si c'est vraiment ce qui nous met en joie, si c'est vraiment ce qui nous apporte du plaisir et là où on se sent bien, bah, il y a aucun souci. Voilà, on peut faire tous les choix qu'on veut en vrai, hein. Mais c'est quand on fait un vrai c'est quand on est capable de dire: «Je fais ce choix-là, parce que», et de verbaliser que c'est un vrai choix, qu'on peut, qu'on sait qu'on est sorti de ce qu'on nous a inculqué. Ce que je peux te donner comme exemple, c'est que au tout début où j'ai commencé à lire sur le polyamour et l'anarchie relationnelle, tout ce que je disais, c'était, «Non mais c'est pas pour moi parce que moi j'ai besoin d'être la seule, d'être l'unique parce que sinon je suis pas, en sécurité». Et bah, là, ça m'a mis tellement en face ma blessure, d'abandon, de rejet, tout ça et mon besoin de sécurité, qu'à force de le dire 2 ou 3 fois en réponse à des gens qui me parlaient voilà, d'avoir plusieurs relations. Je me suis dit: «OK, mais est-ce que c'est vraiment un choix que j'ai de pas être en sécurité? Est-ce que c'est vraiment un choix que j'ai fait? Ou est-ce que c'est juste parce que je peux pas faire autrement parce que j'ai pas encore, j'ai pas encore, la sécurité intérieure et puis j'ai pas encore, voilà, ce qu'il faut pour être moi-même». Bah, clairement, la réponse était là. C'était pas un choix que j'avais fait d'être exclusive et c'était quelque chose que je faisais parce que j'avais besoin d'être rassurée, que j'avais besoin d'être la seule, parce que j'avais besoin parce que sinon il pouvait y avoir la jalousie, la peur de l'abandon qui arrivait. Donc c'était pas du tout un choix et donc aujourd'hui, par contre, je sais que c'est un choix. Parce que déjà ça va complètement, à contre-courant et d'une. Mais parce que je me suis dit: «OK, je vais expérimenter ça et puis je verrai, si ça se trouve, ça ne me conviendra pas du tout et je reviendrai à des relations amoureuses exclusives». Enfin, une relation amoureuse exclusive, du coup. Donc mais voilà, je sais que c'est une expérimentation, je sais que je suis sur un chemin, sur des essais, que pour l'instant, je découvre plein de choses sur moi et sur les autres comme ça, et que je trouve ça génial et je ne sais pas du tout ce qui ça deviendra plus tard. Voilà, j'espère que j'ai répondu.
Et j'espère surtout que c'était utile ou que c'était... voilà. Ok, génial. Alors, voilà. Est-ce que tu as d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que s'il n'y a pas d'autres questions, c'est le petit moment... Non? Ok. S'il n'y a pas d'autres questions, c'est le petit moment pub. C'est le petit moment où je parle de ce que je propose. Donc, je vous ai partagé beaucoup de choses ce soir de mon histoire et des outils que j'ai utilisés. Et du coup, je me suis dit que j'avais envie de proposer un accompagnement avec tous ces outils. Et donc, en octobre, je propose le programme All You Need Is Love, donc tout ce dont tu as besoin, c'est d'amour. Et où voilà, il y aura 6 webinaires où il va y avoir, on va aller un peu plus approfondir le concept de dépendance affective, il y aura des méditations de visualisation, il y aura des séances de déblayage, de gestion des émotions. Il y aura différentes pratiques, aussi avec le corps, pour, pour enclencher un processus d'évolution et de transformation, vraiment, pour donner un gros coup de boost à un processus de transformation, pour avoir des prises de conscience. Voilà, donc ça, c'est un programme qui sera sur en fait 6 jours. Mais ce n'est pas toute la journée, hein. C'est juste des webinaires d'1h30 à peu près, je dirais, 6 jours de suite, du 4 au 9 octobre. Voilà. Et j'ai aussi prévu un programme en novembre sur le corps, parce qu'en fait, moi, je me sers beaucoup, beaucoup du corps dans tous mes outils pour savoir où j'en suis et pour gérer aussi émotionnellement et tout ça. Et donc, j'ai fait aussi un programme sur le corps, sur le même principe de 6 webinaires sur une semaine, qui aura lieu en novembre. Et donc aujourd'hui, on est mercredi 22 septembre. Et bien, jusqu'à jeudi 23 septembre minuit, je fais un super prix de lancement pour ce programme All You Need Is Love. Et je le propose à 199 € pour 6 webinaires. Donc, et d'1h30, voilà. Et c'est que jusqu'à jeudi soir, le 23 septembre à minuit. Sinon, après, jusqu'au 28 septembre, il est à 222 €. Et après le 28 septembre, il est au prix normal de 288 €. Voilà, c'est mon petit instant pub du soir. Sinon, il y a aussi, on peut aussi, enfin, il y a plein de façons j'ai plein de façons de vous accompagner avec, en présentiel ou en ligne. Et donc, il faut m'appeler, il faut me contacter pour voir ce qui est le plus adapté, ce dont vous avez besoin, voilà. Et moi, en tout cas, je suis en fait super contente d'avoir fait ce webinaire ce soir. Merci beaucoup, beaucoup. Et je suis super contente parce que ça m'a remise dans des énergies que j'avais un petit peu oubliées, voilà, de parler d'un sujet comme ça qui me tient à cœur. Euh, et oh, mais super, je suis très contente que tu sois contente d'avoir participé. Vraiment génial. Et, euh, et voilà, donc vraiment merci beaucoup. Et donc je vais mettre ce webinaire sur ma chaîne YouTube. Et puis, ben voilà, contactez-moi hein, parce que voilà, apparemment, enfin, voilà, j'en ai un peu parlé de tous les outils. J'ai plein de choses voilà, que je peux vous proposer et je me réjouis vraiment de participer à faire évoluer les choses pour vous parce que pour moi, ça a tellement été important, ma vie amoureuse et cette puissance personnelle que je suis arrivée à contacter, que j'aimerais vraiment que d'autres femmes puissent le vivre et faire leur choix en conscience. Voilà. Bon, en tout cas, merci encore beaucoup. Et puis, ben, donc, appelez-moi, contactez-moi, et puis à très bientôt. Alors, une petite seconde, hop.